Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans notre podcast Axe Open. Alors ça y est, c'est déjà la rentrée. On espère que vous avez passé des belles vacances et que vous êtes motivés pour la dernière ligne droite de l'année. Nous, on revient tout en puissance et tout bronzé. Enfin, presque pour tout le monde, Philippe. C'est un taquet gratos. Il y en a qui peuvent pas. Philippe ne bronze pas, il rougit, ça n'a rien à voir. Il attend le Père Noël. Donc on arrive pour reprendre l'année pour parler sécurisation des API. Alors au menu, on va vous partager quelques retours d'expérience, des bonnes pratiques et on va surtout faire un gros focus sur les principes de l'OWASP qui est, alors je vous laisserai expliciter ça un petit peu plus dans le détail après, qui est la communauté qui est très connue, qui travaille justement sur la sécurisation des applications web. Vous pouvez notamment en retrouver pas mal sur le web. Pour débroussailler ce sujet, j'ai avec moi Philippe, Java Manegri. Salut. J'ai Arthur, JavaScript Lover. Bonjour. Nathan, le monsieur propre du code. Hello. Et Greg, notre grand sage. Salut. Philippe, je vais te laisser poser les bases. On va démarrer juste par une petite définition pratique. Une API, c'est quoi ? On va poser les bases. Simple. Classique. Ah, d'accord. Je pensais que tu avais demandé le WASP. Pas tout de suite. Une API au sens dont on va parler aujourd'hui, alors ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça veut dire Application Programming Interface. Et en gros, là, dans ce qui va nous intéresser, c'est les API web. Donc, c'est globalement ce qui sous-entend tout ce qui est... c'est assez compliqué de donner une définition d'API. J'aurais dit back-end, serveur. Back-end, serveur, voilà, tout ce qui est en gros prend des requêtes HTTP au sens large et répond quelque chose en JSON ou en XML. Et c'est quoi, du coup, les enjeux de la sécurisation des API aujourd'hui ? Enfin, pourquoi c'est essentiel de se préoccuper de ce sujet ? Alors, pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité informatique, il faut bien avoir en tête que 90% des applications sont construites avec un front qui est soit du web, soit une application mobile, soit une application quelconque, et une API. Et en fait, c'est dans l'API qui s'exécute sur le serveur que se passe toute la logique et toute la sécurisation des données doit se faire à cet endroit-là. Il y a de la sécurité côté front, mais elle est toujours moins grave, entre guillemets, que la sécurité côté back. Et quand on parle de sécurité côté back, on va parler de sécurisation des API. Ok. Et si on revient juste un petit peu en arrière, qu'on dézoome un peu, est-ce que gérer la sécurité des API, c'est plus compliqué que ce qu'on faisait il y a 10 ans ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de risques et du coup de complexification derrière ? Alors, ça sera forcément un point de vue que je vais t'apporter là, mais historiquement, en fait, on sécurisait toute l'application. Et en fait, globalement, on avait dans l'idée que comme l'application était comme un bloc, on sécurisait l'accès à l'application. En gros, c'était ça qu'on essayait de faire. Aujourd'hui, quand on ouvre une application web, on a un front qui s'exécute sur le client, donc qui n'est pas sécurisé, et vous avez un catalogue d'API qui est rendu accessible au reste du monde. Et de plus en plus, les applications sont ouvertes avec des API qui sont de plus en plus larges et on construit des systèmes d'information qui ne sont que des assemblages d'API. Et donc, du coup, il y a énormément de failles de sécurité nouvelles qui sont arrivées et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme le disait Philippe, en fait, sur la partie front, c'est assez facile de savoir à quoi on a accès, à quoi on n'a pas accès. Donc, c'est facile de cibler, même par l'utilisateur qui va tester l'application, de se dire, c'est bon, j'ai pas accès à cette page. Mais en réalité, le j'ai pas accès à cette page, maintenant qu'on est toujours découpé en front-end, back-end, ça rend pas compte de la sécurité du back-end, qui même si la page n'est pas visible, en fait, le back-end peut être totalement ouvert et être une gigantesque faille de sécurité. Du coup, il faut s'en préoccuper de manière assez urgente. Ok, on va rentrer juste un petit peu dans le détail. Je le disais en introduction, on va parler de l'OWASP. Aujourd'hui, alors l'OWASP, Nathan, tu peux me faire une petite définition de ce que c'est ? En général, ce que je dis pour l'OWASP, c'est que globalement, c'est les gentils dans la sécurité. Ils proposent plein d'outils et plein d'articles sur la sécurité avec ce qui va être important. Ils référencent pas mal de choses. Je sais qu'ils référencent énormément de projets open source qui visent à contribuer à la sécurité des applications. Et normalement, aujourd'hui, on devrait plus se focaliser sur le top 10, qui est un classement qui fait, je sais pas tous les ans, mais assez régulièrement pour référencer les différentes vulnérabilités les plus exploitées et les plus enclins d'être exploitées sur les différents systèmes d'information.
Sachant que quand on parle de failles ici, ce que fait l'OWASP, c'est d'expliquer les grands types de failles, les grandes catégories de failles, et il ne cherche pas des failles dans les applications en particulier. C'est-à-dire, ça va pas vous dire il y a une faille dans la librairie Spring Boot ou ce genre de choses. Ça, c'est les CVE et c'est géré par d'autres systèmes. Eux, ils vous disent voici le type de faille, le pattern de faille qu'on retrouve très souvent et comment y remédier. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est une communauté open source qui va se baser sur tout ce qu'ils voient Alors, c'est une fondation qui font des études au sens large pour voir toutes les grandes catégories de failles. Et ils publient, comme le disait Nathan, tous les 3 ans, je crois, un truc comme ça, la liste des 10 plus grosses failles, les 10 plus grosses catégories de failles et comment y remédier, sachant que cette liste évolue. Moi, quand j'étais jeune, ils étaient extraordinairement axés sur les injections SQL, parce que c'était les failles qui existaient avec le PHP des années 2000-2010. Aujourd'hui, tous les frameworks sont protégés contre ça de manière générale. Donc, en fait, c'est une faille qui existe même plus dans les top 10, il me semble. Dans le top 10, non, mais moins. En fait, surtout la couche ORM qu'on a rajoutée qui nous sécurise beaucoup sur cette partie, mais ça n'empêche qu'une mauvaise utilisation de l'ORM garde quand même des injections SQL ou autres. On va du coup dépiler un petit peu les différents principes de l'OWASP. Alors, pardonnez mon anglais, j'essaie de faire des efforts depuis des années, mais ça marche pas trop. Voilà, pour ceux qui nous écoutent un petit peu à chaque fois que je fais une petite sortie. Je t'interromps juste pour dire qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les failles de sécurité, sur les API, sachant que l'OWASP fournit des top 10 par grande typologie d'application. Mais aujourd'hui, nous, on se concentre vraiment sur la partie API. Donc, ceux qui veulent retrouver tout ce qu'on va dire là, ils le trouvent sur, vous tapez OWASP Top 10 API sécurité, je pense, en français, en anglais, n'importe quoi, et vous l'aurez, sachant que l'OWASP fait un énorme travail de pédagogie, donc c'est traduit dans toutes les langues à peu près, dans toutes les langues majeures, même si personnellement, la version française est souvent plus compliquée à comprendre que la version anglaise, parce que la traduction des termes de sécurité, c'est pas toujours écrit. Bon, on va essayer de faire au mieux alors aujourd'hui. Nathan, si tu peux nous expliquer du coup c'est quoi le premier principe qui est Broken Object Level Authorization? En fait, on va retrouver du coup plein de grands principes et celui-là, j'ai envie de dire, il fait partie d'une grande famille qui est des mauvaises configurations d'autorisation. Donc l'autorisation, c'est le fait de vérifier qui est l'utilisateur qui est en train de faire la requête et est-ce qu'il a les droits ou non de faire ce qu'il est en train de faire. Et celui-ci arrive au niveau de l'endpoint, du coup au moment de récupérer la requête HTTP du serveur. Et parfois des mauvaises configurations font que l'utilisateur n'est pas vérifié ou peut faire des actions qu'il ne doit pas faire. Et en fait cette catégorie-là regroupe tous ces problèmes lors de la vérification de l'autorisation de l'utilisateur lorsqu'il arrive sur le serveur avec sa requête. Vous avez des exemples, Greg, Philippe, de problèmes que vous avez déjà vu passer peut-être On peut avoir par exemple, je prends un exemple tout bête, un endpoint où on va avoir un identifiant d'objet auquel l'utilisateur va pouvoir avoir accès. La partie autorisation est mal faite, du coup peut-être qu'un utilisateur qui n'aurait pas accès à certains de ces objets pourrait peut-être tous les interroger. Juste en modifiant l'URL du endpoint, en modifiant l'ID dans l'URL du endpoint. Vous faites un get user by ID et vous mettez l'ID. Vous avez vraiment un token qui vous permet d'accéder à l'appli, mais vous mettez l'ID d'Arthur au lieu de l'ID de Greg et je récupère toutes les informations de Greg. Voilà. Typiquement, c'est ça la faille de sécurité. C'est la top 1. Et en fait, on la retrouve dans 99% des applications qu'on voit dans le web. C'est-à-dire que vous avez généralement un mécanisme qui contrôle l'accès à l'application, mais après, une fois que vous êtes dans l'application, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. S'il y a une faille de sécurité à retenir dans ce podcast, c'est celle-ci, c'est-à-dire de faire en sorte que en gros, grosso modo, on puisse pas accéder à un périmètre de données qui n'est pas celui qui est normalement celui que vous devriez avoir accès. Et qui est au minimum du niveau de sécurité auquel on doit avoir accès. On est au niveau de l'objet, vraiment. Donc, après, on va voir dans le podcast, il y a d'autres tops qui sont au niveau des propriétés, etc. Là, niveau objet, c'est le minimum quand même qu'on puisse faire pour sécuriser son endpoint. Et juste pour la blague, c'est que c'est probablement le plus dur à faire. C'est-à-dire, dans une application, c'est très... En fait, dans les frameworks qu'on a de développement, dans les bases de données, dans l'intégralité des outils, des librairies que vous pouvez exister sur Internet, il n'y a rien qui vous explique comment faire une partition de données intelligente, c'est-à-dire de faire en sorte qu'Arthur ait le droit d'accéder qu'aux données d'Arthur. Ça, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il faut se concentrer dans le métier et essayer de trouver une bonne manière d'implémenter ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est la faille numéro 1, c'est parce que dans les frameworks et tout ça, il n'y a pas de manière simple d'y remédier. Ok, merci pour les explications de la première. On va passer à la deuxième. Broken Authentication. On n'est plus exactement. Pas le film.
Ah, mais je rajoute des Tu rajoutes des syllabes, j'adore. Ouais. Globalement, celui-ci, c'est tout ce qui va être pour moi comment dire, des authentifications qui, j'ai envie de dire cassées, mais c'est la traduction française. En fait, qui vont implémenter du coup des protocoles, je veux dire des standards d'authentification, mais qui vont mal le faire. Globalement, ça peut être récupérer un token, le vérifier, mais pas vérifier la signature, mais juste le contenu. Ce qui va donner accès à des utilisateurs de modifier le token et prendre possession de n'importe quel utilisateur. Et c'est globalement des problématiques sur lesquelles ces problématiques qui peuvent être très vite complexes et sur lesquelles on conseille de passer par des standards, c'est-à-dire des authentifications externes, de se dire que mon authentification, moi, c'est du Microsoft et du coup, je passe par les libres qu'ils proposent, etc. Et de pas réinventer la roue, devoir réimplémenter tous ces mécanismes de sécurité à chaque fois. Ouais, là, typiquement, moi, l'exemple que j'aurais envie de donner, c'est vraiment l'idée de se dire, par exemple, j'ai un token JWT et puis je vais m'implémenter moi-même ma protocole pour vérifier que le token est valide par facilité. Et en fait, s'il y a des qu'on appelle ça des protocoles au-dessus de ça, qui sont l'OpenID, qui sont l'OAuth 2, qui ont des schémas d'authentification beaucoup plus compliqués, c'est qu'il y a une raison. Et il vaut mieux pas tenter de faire sa propre mécanisme de sécurité parce que vous allez vous vautrer dans 99% des cas, ou en tout cas vous allez laisser des failles. Donc les grands protocoles qui sont les couches au-dessus de la couche sécurité, il faut les respecter parce qu'ils ont un sens et il faut pas trop en dévier. Et en tout cas, moi c'est ma préconisation, ne jouez pas avec la sécurité. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de faire un protocole qui est sécure. Il y a des milliers de gens qui réfléchissent dans des fondations très importantes. Donc, n'inventez pas votre protocole vous-même. Et surtout que maintenant, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des librairies qui font ça, entre guillemets, tout seul, que de le faire à la main. Parce qu'en fait, maintenant, que ce soit avec Angular, Spring Boot ou d'autres, vous avez limite juste à importer un package et ça fait quasiment. Ouais, mais tu vois, le cas typique qu'on voit chez les clients, c'est qu'ils ont deux applications, il y en a un qui sait bien gérer le SSO, l'autre pas, donc du coup, ils vont passer juste un token JWT à la deuxième appli, et puis en fait, ça fait nimp. Donc c'est dans ce genre de cas qu'il y a ce type de faille. Moi, j'avoue comme Arthur que j'ai été assez surpris de le voir en top 2, parce que pour moi, avec tous les frameworks qu'on peut avoir dans le monde et dans n'importe quel langage, on a toujours ces couches qui sont déjà pré-implémentées maintenant, soit par des SDK, soit par directement le framework. Normalement, on ne devrait pas se faire avoir là-dessus, quoi. Donc en gros, c'est vraiment n'utilisez jamais un truc custom et fait avec les standards du marché sur la partie authentication. C'est plus simple et plus sécure, ouais. Troisième object, Broken Object Property Level Authorization. Pour celui-là, j'ai envie de le rapprocher un peu du premier qu'on a pu avoir. C'est toujours des mauvaises vérifications des droits de l'utilisateur, mais à un niveau différent. Pour moi, ce niveau-là, ça va être plus au niveau des properties et des objets métiers que l'utilisateur va pouvoir modifier ou non. Et potentiellement, on peut penser à des attributs comme des dates de mise à jour, de dates de création qui normalement doivent être plus ou moins modifiées automatiquement. Et ça peut, dans un process métier, être problématique qu'un utilisateur ait le droit de modifier la date de mise à jour, sachant que il n'a pas été vraiment mis à jour. Et ma compréhension de cette règle, c'est vraiment une mauvaise implémentation de la sécurité sur les droits utilisateurs lors de la modification des différents objets et la possibilité ou non d'avoir accès à certains attributs. Typiquement, pour dire ce qu'a dit Nathan d'une autre manière, pour être encore plus clair, pour essayer d'apporter quelque chose, la première faille, c'était j'ai le droit d'accéder à des données, genre des utilisateurs auxquels j'ai pas le droit d'avoir donné. Moi, ce que j'appelle ça, c'est le partitionnement vertical. C'est-à-dire, Arthur, il est partitionné verticalement dans ses données. La property, c'est pour moi, je me la visualise comme ça, c'est le partitionnement horizontal. C'est-à-dire, OK, Arthur, il a le droit d'accéder aux données d'Arthur, mais est-ce qu'il a le droit d'accéder à toutes les informations qu'on a sur Arthur dans l'API, qui peuvent des informations, comme l'a dit Nathan, de choses qui ne devraient pas être visibles depuis l'extérieur. Donc c'est plutôt un partitionnement horizontal de sécuriser ça. Et ça, c'est pareil, 99% des applications, si vous faites un get sur l'ID d'Arthur, vous aurez la terre entière d'informations et les 3/4 d'informations, vous ne devriez pas y avoir accès en direct. Je pense que tu parles de lecture et à mon avis, ce sujet-là, on le retrouve surtout sur de l'écriture où, dans l'autre sens, ouais. Par exemple, je vais vouloir éditer un utilisateur, mais moi, avec mes droits, j'ai pas le droit d'éditer, par exemple, son adresse email parce que je devrais pas pouvoir la changer comme ça, ou je sais pas n'importe quelle autre information. Et je pense qu'en écriture, on doit le retrouver quand même assez souvent parce que il y a quand même peu d'applis où vraiment on fait du droit à la propriété à ce niveau-là. C'est plus dur que de faire l'objet, parce que vraiment, la maille est tellement fine. Ouais. Généralement, le truc classique, c'est vous avez n'importe quoi, un utilisateur, vous avez le formulaire pour modifier l'utilisateur. En fait, vous faites quoi? Vous récupérez l'utilisateur, tous ses champs,
vous rendez modifier dans l'interface les champs que vous voulez et vous renvoyez tous les utilisateurs et le back, il sauvegarde tout. Et en fait, c'est dans ce cas-là, comme le disaient Greg, Nathan et Arthur, qu'on peut aller modifier des propriétés qui ne sont pas nécessairement des propriétés. Mais je pense qu'il faut mettre ça aussi en rapport avec la complexité des droits qu'on veut faire dans un back-end. C'est-à-dire que ces problématiques-là, on va les avoir dans l'ordre. Déjà, l'accès au endpoint, l'accès aux différents objets, c'est le point qu'on a vu au tout début, et après, l'accès à la propriété. Et plus on va mettre de la complexité dans les droits, c'est-à-dire plus on va gérer finement les droits, plus on va s'exposer à ce genre de problématiques. Donc j'ai envie de dire, si on n'en a pas besoin, si on n'a pas besoin dans pas mal d'applications d'avoir une gestion d'accès vraiment à la propriété, ne gérez pas la propriété. Faisons-le autrement parce que c'est des trucs qui sont complexes à mettre en œuvre. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, en fait, on n'a pas dans les frameworks actuels de solution pour le faire. C'est-à-dire que moi, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être que vous avez un autre avis, mais ce qui est implémenté, c'est les sécurisations de endpoint, avec des permissions sur l'endpoint. Ça, c'est super facile, c'est in the box, on peut le faire comme on veut. Dès qu'on va à la ligne, dès qu'on va à la propriété, ça devient un enfer parce que c'est systématiquement manuel. La plupart du temps, c'est métier. Et ça devient très, très compliqué. Et puis ça peut être super long, quoi. Ah oui, ça peut être très, très long et très, très complexe de mettre ça en œuvre. Surtout qu'il faut le penser un petit peu en amont parce que si on s'y prend après, refaire toute la couche d'autorisation et de droit, c'est un enfer, il faut repasser de partout. Donc, il faut bien réfléchir à où est-ce qu'on va vouloir aller dans les droits, parce que plus on va aller loin, plus on va étendre la surface d'attaque par ce biais-là. Mais en plus, c'est encore plus complexe que ça, parce que par défaut, les ORM vont vous permettre de sauvegarder un objet dans son intégralité sans qu'on ait rien besoin de faire, juste une sauvegarde. Alors qu'on va dire qu'avant, sur les ORM, il fallait qu'on fasse notre requête avec un insert où on choisissait les champs qu'on voulait insert, sauf que là, il va insert tout par défaut. Et donc, la personne qui n'est pas forcément, qui sait pas forcément tout ça, en fait, elle va juste faire son save. Et du coup, par défaut, elle va pouvoir tout sauvegarder. Alors qu'il faudrait, entre guillemets, de se dire, là, j'ai un formulaire pour modifier le nom-prénom. Et je vais pas me sauvegarder tout mon objet, je vais me sauvegarder que nom-prénom. Sauf qu'en fait, il faut tout refaire à la main. Et la facilité que donnent les ORM, en tant que développeur, on l'utilise parce que c'est aussi super pratique. Mais en même temps, cette praticité fait que ça ouvre des failles de partout. Après, je trouve aussi qu'il y a pas le pattern, je sais pas comment appeler ça, mais le CRUD qui fait que ça, je trouve, pose assez de problèmes. En général, on décrit le CRUD avec create, read, update and delete. Et vraiment, le update, il est toujours schématisé avec j'ai un objet et je le sauvegarde en entier. C'est que souvent, dans la tête des gens, quand ils commencent le développement, ils reprennent le même pattern avec les 4 mêmes endpoints et ils se disent, à partir de là, moi, j'ai mon front-end et je vais le faire fonctionner avec ces 4 endpoints. Et cette façon de penser ne peut pas vraiment fonctionner sur la partie sécurité parce que ça donne vraiment une trop grande liberté à l'utilisateur de pouvoir modifier entièrement l'objet comme il le souhaite sans aucune vérification. Ouais, puis même si vous n'avez pas besoin de supprimer une donnée, votre CRUD, il va peut-être par défaut vous mettre un delete. En fait, vous n'avez jamais besoin de vouloir delete et du coup, vous allez créer un endpoint qui peut être attaquable alors qu'en fait, vous n'en avez même pas besoin dans votre métier. Donc, c'est vrai que... Si on passe à un quatrième principe, unrestricted versus consumption. Ah ouais, celle-ci était dure. C'est consumption qui est dur. Globalement, celui-ci, c'est plus simple à expliquer. C'est plus facile à comprendre. Globalement, c'est lorsqu'un utilisateur, à travers différents biais, va pouvoir effectuer des actions qui vont consommer globalement de la ressource. On peut parler de ressources serveurs ou ne serait-ce qu'envoyer des SMS, des mails. C'est toujours des choses qui sont très reliées avec la monétisation qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'envoyer un mail, ça coûte de l'argent, et si un utilisateur peut envoyer 1 million de mails juste avec une requête, ça pose assez problématique. Et c'est tous ces aspects de sécurité qui sont pas toujours mis en place sur les différentes actions sur des ressources externes. Typiquement, le cas typique, c'est que vous faites un vieux formulaire et vous envoyez par exemple une pièce jointe, n'importe quoi. Et en gros, à l'API, ça envoie la pièce jointe, ça la stocke. Du coup, si vous êtes un petit malin, vous faites une petite boucle chez vous et vous envoyez des milliers de documents sur le serveur et vous arrivez très facilement à saturer le serveur, le faire tomber, ne serait-ce que consommer son CPU et sa RAM et son disque. Pour y remédier, je le rappelle, c'est que c'est pas du rôle de l'API elle-même, généralement, de faire cette sécurisation. L'API, en fait, votre Spring Boot, votre Symfony ou n'importe quoi, en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que lui, quand il récupère la requête, il a la requête, donc il va être obligé de la traiter. Donc, généralement, on met des sécurisations qui sont en amont de ça, qu'on appelle généralement communément des proxys ou des API management ou ce genre de choses, qui sont en fait un élément réseau qui va se situer en amont de votre API et qui va pouvoir appliquer des règles de sécurité. Donc, typiquement, les règles de sécurité de base que vous allez retrouver, c'est si Greg appelle plus de 5 fois l'API en 1 seconde, on considère que c'est louche et du coup, on va dire à Greg de plus se connecter.
Voilà. C'est typiquement ce genre de choses, ou alors si Arthur fait des requêtes un peu bizarres, on va le bloquer. D'accord. Donc c'est vraiment cet élément de sécurisation qui est en amont du réseau et qui va permettre de sécuriser l'API. Pourquoi aussi on a un autre argument pourquoi on fait des API, enfin on fait un proxy et on fait pas directement l'API elle-même, parce qu'en fait sur une application qui est déployée dans le public, où vous avez plein de clients qui peuvent se connecter, on va multiplier les instances d'API. Vous allez avoir peut-être 4 ou 5 Spring Boot qui vont servir votre API, mais du coup si la sécurisation se faisait sur chacun des nœuds, vous ne pourriez pas savoir qu'Arthur il appelle 10 fois, parce qu'il appelle peut-être 10 fois, mais c'est peut-être sur le nœud d'à côté. C'est pour ça que c'est généralement l'élément de sécurité réseau qui est en amont de ça, qui peut faire cette sécurisation. On va peut-être être amené à reparler de la partie API Management et API Gateway après. Normalement, cette couche-là porte cette partie-là, donc la partie rate limiting, pour se dire je ne vais pas appeler la même ressource 250 fois. Je vais pouvoir aussi faire des limitations par client qui va m'appeler, parce que peut-être que de temps en temps, j'ai un client où ça va être justifié qu'il m'envoie 100 mails d'un coup à envoyer, mais sur le site web, je ne veux pas qu'il y en ait 100. Donc, je vais pouvoir distinguer ça. Ça va être le rôle de la partie API Gateway. Et souvent, cette partie API Gateway porte aussi la partie authentification. C'est-à-dire, je suis tel utilisateur, j'ai le droit de me connecter à l'API. C'est pas la partie Spring Boot ou autre qui va faire ça. Ce qui va proposer d'autres types de failles qu'on verra un peu plus loin. Ouais. Par contre, la partie autorisation, donc les points dont on a discuté avant, eux sont portés par la partie vraiment API et pas la partie API Gateway. Donc, on distingue la partie authentification de autorisation sur ces deux composants-là. 5e principe, Broken Function Level Authorization. Celui-ci, il est pour moi encore à nouveau dans le groupe qu'on a depuis le début, avec le tout premier sur l'aspect des objets, le deuxième sur les properties, et là on arrive au niveau des fonctions, où c'est plus ou moins toujours les mêmes problématiques, mais à un niveau différent, de se dire que ça a été mal configuré, et ça va permettre à des utilisateurs d'avoir accès à certaines fonctions qu'ils ne devraient pas avoir. Et globalement, j'ai pas grand-chose de plus à dire, c'est juste plus ou moins les mêmes problématiques, mais à des niveaux différents. C'est globalement, vous avez accès à la lecture de votre fiche client, et puis après, vous allez peut-être avoir accès à une autre fonctionnalité qui ne devriez pas avoir accès, qui devrait être autorisée que pour les administrateurs ou peu importe, et vous y accédez parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorisation qui sont basées là-dessus. Et là, pour le coup, c'est la partie la plus facile quasiment à mettre en place, parce que normalement, on a des standards pour le faire. Ouais, c'est ça. Il y a assez peu d'excuses pour celui-là. Celui-là, il mérite une claque. Certains, sont pas forcément évidents à mettre, mais celui-là mérite une claque. Le principe numéro 6, Unrestricted Access to Sensitive Business Flows. Là, globalement, on parle principalement de vraiment application métier avec des process précis, et de se dire que le problème de sécurité qu'on rencontre avec cette règle, c'est qu'un utilisateur puisse avoir accès à un process dont il ne devrait pas avoir. Typiquement, ça peut être réserver un billet d'avion. L'utilisateur lambda ne doit pas pouvoir réserver un billet d'avion à travers l'API, parce que forcément pour des problèmes de coût. Et ça peut être dans le process global. On peut toujours, on imagine principalement que c'est la création du process, de dire que l'utilisateur n'a pas le droit de créer le process d'acheter un billet d'avion, mais ça peut être également sur toutes les phases du process, de dire la validation de l'achat, etc., que la sécurité ne doit pas apparaître uniquement au début, mais sur tout le process dans sa globalité. Ici, tu as un exemple dans la doc qui est assez éclairant. C'est, imaginons que vous êtes une petite boîte qui voulait vendre quelque chose en quantité limitée. Imaginons que vous êtes même pas une petite boîte. Vous voulez vendre des billets pour un concert. Donc vous allez l'offrir, vous dites ça sera tout vendable à 13h. Et en fait, si un petit malin il se connecte à l'API et qu'à 13h00 il vous envoie 1000 requêtes de réservation, en fait, si vous n'avez pas de contrôle là-dessus, il va acheter tous les billets et derrière il va pouvoir les revendre au marché noir tranquillement. Donc, typiquement, c'est ça dans la partie business, c'est-à-dire que techniquement, en fait, c'est pas vraiment grave qu'ils puissent les acheter parce que c'est autorisé, mais néanmoins, ça respecte pas le business qu'on s'était donné là-dessus. Donc c'est là-dessus qu'on peut voir. Sécurité purement business et pas du tout technique. Voilà. Mais qui peut être très embêtant. Ouais, après j'imagine que Ticketmaster et je sais que. Oui, normalement, je pense qu'ils sont assez équipés maintenant. Ils sont équipés. En plus, ils ont durci les règles. Tout ouais, ça, donc. Ils sont bien. Principe numéro 7, Server-Side Request Forgery. Celui-là, à mon avis, Quel anglais. il va l'aimer. Celui-là, moi, je l'aime bien. Celui-là, Nathan, il l'aime bien. Globalement, c'est une problématique assez précise. Donc, depuis le début, on parle d'une API de notre côté, mais c'est très courant que dans des API que nous, on développe, qu'on fasse appel à d'autres API externes ou des ressources externes. Et ce problème de sécurité intervient lorsque ces appels qu'on fait à d'autres API externes
on les fait en condition avec des entrées utilisateurs. Pour l'exemple, je veux récupérer je sais pas, à travers un CRM mon utilisateur actuel. Du coup, je vais me baser sur l'ID qui m'a passé en paramètre. Et en fait, ce problème de sécurité intervient lorsque l'ID qu'on lui passe, on le modifie pour récupérer l'ID d'un autre utilisateur ou qu'on juste le modifie totalement pour avoir accès à une autre route du CRM. Et à travers ça, notre API, qui elle est authentifiée en tant que l'API de l'application à travers le CRM, va pouvoir avoir potentiellement va potentiellement avoir accès à plus de choses que nous en tant qu'utilisateurs. Et pour résumer cette règle de sécurité, c'est lorsque on arrive à faire des actions à l'API comment dire, Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu, mais pas prévu sur une ressource externe. Imaginons qu'il y ait une API A et une API B, et qu'on arrive à faire à l'API A des actions sur l'API B qu'elle ne devrait pas avoir le droit de faire. Et c'est vraiment interagir à travers un système externe. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. En fait, globalement, je pense que les développeurs sont pas très bons pour vérifier les entrées utilisateurs. C'est que les cas propices où on peut l'avoir sont quand même globalement assez rares. C'est-à-dire, quand je dis assez rare, c'est rare de pouvoir complètement l'exploiter, je trouve. Mais le cas où ça pourrait potentiellement être un problème arrive assez souvent. C'est un peu une injection SQL, mais 2.0. Ouais. Par exemple, l'exemple qu'il cite, c'est pareil, il est sioux, mais c'est un cas réel. C'est en gros, grosso modo, vous faites écrire dans les fichiers de log du serveur quelque chose, et l'application qui lit le fichier de log, par exemple, va interpréter la ligne et faire quelque chose. Par exemple, l'exemple qu'il cite, c'est vous arrivez à faire écrire dans un fichier de log une inscription LDAP, et votre parseur de log, qui lui est pas bien sécurisé, quand il lit, il va faire l'exécution de la requête LDAP. Donc c'est quand même, moi je trouve, tout ce qui est SSRF, c'est des failles de sécurité avancées et qui sont pas vraiment exploitables par le commun des mortels, hormis quand il y a une faille de sécurité dans une librairie. Je pense effectivement, Greg, avec la Log4j qu'on a tous connue il y a quoi, 1 an, 2 ans, 5 ans? Non, ça date. Ah ouais, ça comme date, ça? Moi, j'ai 3-4 ans, 6 ans. Moi, j'aurais dit ouais. Voilà, donc là, c'est pas une faille de sécurité qui est à la portée de tous, mais par contre qui est souvent très facilement exploitable une fois qu'elle est identifiée. 8e principe, Security Misconfiguration. Ouais, celui-là, je l'appelle un peu la catégorie fourre-tout, où globalement, c'est les problèmes de configuration de la sécurité. Ça peut vraiment, je pense, réunir un peu toutes les catégories, de se dire que on configure mal le fichier de properties, ce genre de choses. Et bien souvent, ce qu'on conseille là-dessus, c'est toujours respecter les standards, c'est-à-dire qu'on va récupérer les configurations d'autres personnes et pas créer les nôtres. Et également, il y a une solution, pas miracle, mais un peu toute bête, de se dire que automatiser la partie déploiement. En fait, l'objectif, c'est de répondre à une problématique simple, c'est que si on configure à la main chacun de nos environnements de déploiement, c'est peut-être le dev, le recette, la production. En fait, si c'est un humain qui le fait, il y a de très grandes chances qu'à un moment, il fasse une erreur parce qu'il est en train de faire 3 fois la même chose sur les 3 environnements. Alors que si on le fait dans un script de déploiement et qu'on l'automatise, là, c'est beaucoup plus simple de vérifier toutes les actions qui ont été faites parce qu'elles sont listées à un endroit et en plus, elles sont répétées à chaque fois. Et globalement, si on a bien fait l'environnement de recette et qu'on a bien fait notre recette, la production va très bien fonctionner aussi. Alors ça, c'est un peu le fourre-tout et c'est la faille de ceux qui comprennent pas ce qu'ils font, je pense. En fait, c'est souvent, ça regroupe un petit peu tous les trucs. Le vieux sage. Non, ça regroupe tous les trucs, on se dit, on essaye, ouais, ça marche pas, c'est pas grave, on ouvre les droits là-dessus, ouais, on désactive Corse, ouais, on fait tout passer. Ouais. C'est un peu ça, et en fait, ça reste Corse, après. Corse, le truc que tout le monde fait sauter parce que personne comprend. Ça énerve tout le monde, voilà, ça énerve tout le monde, ça marche pas, sauf que bon, une fois bien configuré et qu'on comprend comment ça marche, ça fait son taf. Mais voilà, on va désactiver des petits trucs, ça va aller jusqu'à la prod, on s'en rend pas compte, et derrière, on laisse des trous béants, quoi. L'application, elle tourne en route, tous ces trucs comme ça. Ouais, mais pareil avec les petits protocoles de sécurité, on va en laisser certains activés parce que ça nous arrange, et puis on n'a pas fait gaffe, on n'a pas personnalisé le truc. Donc c'est le fourre-tout de celui qui connaît pas. Principe numéro 9 et avant-dernier, Improper Inventory Management. Celui-ci, il est très lié, j'ai envie de dire, à l'aspect documentaire, mais on peut le relier aussi à d'autres aspects. Globalement, c'est lorsqu'on va mal documenter notre API et on va mal gérer le listing de ce qu'elle peut faire. Globalement, une API une API d'entreprise qui fait des process métiers va énormément évoluer. Il y a des process qui vont plus exister, il y a des appels qui vont globalement petit à petit être dépréciés. Et en fait, c'est tout cette mauvaise gestion de laisser ouvert des accès qui devraient être supprimés depuis quelque temps.
Alors c'est pas rare d'avoir tout un process de dire pendant 3 mois en fait cet appel on le laisse en déprécier le temps que tout le monde fasse la migration et au bout de 3 mois on le supprime. En fait, si on le supprime pas, ça laisse des points d'entrée ouverts et qui dit un panel d'entrée sur l'API plus grand, c'est beaucoup plus de risques de sécurité parce que chaque endpoint est un risque en soi. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité, c'est toujours le plus faible maillon de la chaîne qui est attaqué. C'est-à-dire que typiquement, là, dans ce que disait Nathan, c'est-à-dire que vous pouvez avoir sécurisé 99% de vos endpoints, mais vous avez laissé un vieux endpoint legacy qui traînait sur un environnement tout pourri. En fait, l'attaquant, il va pas attaquer les 99 sécurités, il va attaquer le petit truc tout pourri, et c'est par là qu'il passe souvent. C'est ce qu'il cherche. Et c'est ce qu'il cherche, voilà. Typiquement, ce qu'on peut dire, c'est que le classique du classique, par exemple, c'est d'avoir plusieurs environnements, recette, dev, prod. La prod est méga sécurisée parce qu'on se dit c'est la prod, il faut sécuriser. Puis la recette et la dev, tout le monde s'en beurre parce que c'est la recette et la dev. Et qu'en fait, du coup, ils attaquent la recette et la dev, et par l'attaque de la recette et la dev, ils accèdent à des données qu'ils ne devraient pas avoir, ou ils accèdent au serveur de recette et ils peuvent... Donc, moi, je trouve que c'est la pire, celle-là, parce qu'en fait, effectivement, quand on se fait attaquer, on se fait toujours attaquer là où on l'attend pas. Et que généralement on se fait avoir parce qu'on n'a même pas identifié que potentiellement il y avait un chemin d'attaque par ici. Et après c'est le drame. Après c'est le drame, tout s'enchaîne. C'est là où l'aspect un peu maniaque de supprimer tout ce qui sert à rien. Ouais, si vous êtes faut être un peu maniaco-dépressif pour faire de la sécurité. Dernier principe, unsafe consumption of API. Celui-ci il est assez générique et il permet de faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mauvaise vérification des entrées. Ce qu'on appelle les entrées sur l'API, c'est tout ce qui va arriver soit de l'utilisateur, soit lorsqu'on communique avec d'autres ressources externes. Et en fait, de manière globale, lorsqu'on va faire nos développements, on va récupérer la ressource, on va faire nos traitements et on va passer à la suite. Et en fait, dans le process, on a rarement l'habitude de vérifier que ce qu'on récupère, c'est bien le bon format, les données sont bien cohérentes et globalement, ce qu'on récupère est bon. Et en fait, ça donne lieu à des problèmes de sécurité, de dire qu'on va pouvoir envoyer des données qu'on n'avait pas prévues ou apporter un comportement non prévu à notre API parce que les données d'entrée ont changé. Et la non-vérification des entrées de l'API est quand même assez problématique, que ce soit d'un point de vue sécurité ou même du point de vue process métier, que globalement en fait on puisse casser tout le process métier parce que la petite properties qu'on avait l'habitude de recevoir, on la reçoit plus. Et en fait, d'un coup, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus. Donc, soit d'un point de vue sécurité ou métier, en fait, c'est très important de vérifier les points d'entrée de l'API. Et aussi, je rajouterais dans cet exemple-là, c'est que quand même, vous êtes un maniaque de la sécurité de votre API à vous, donc les entrées de votre API. En fait, souvent, on a tendance à faire confiance aux API externes qu'on appelle. Donc, je sais pas, imaginons que vous avez une API qui permet de faire de l'achat en ligne. Vous allez appeler une API de paiement ou une API de vérification de signature, une API de vérification d'adresse, peu importe. Et en fait, il y a beaucoup de schémas d'attaque où ils attaquent les API tierces, donc l'API dit n'importe quoi de vérification de signature. Et donc, du coup, ils vont vous attaquer par ce biais-là parce que vous ne faites pas attention à ce que vous appelez et vous vérifiez ni les entrées ni les sorties parce que vous faites par définition confiance aux API externes. Donc, la règle en sécurité, on le rappelle, c'est toujours zéro trust. Ne faites confiance à personne. Toute donnée qui rentre et qui sort du système d'information, même si c'est votre petit copain qui a fait l'API, il ne faut pas le croire et il faut sécuriser. Ça me fait vraiment penser à Dr House avec Tout le monde ment. C'est ça. Voilà, c'est le pendant de Tout le monde ment, c'est ne faites confiance à personne. Donc vous devez être maniaco-dépressif et ne faire confiance à personne. Ça fait rêver la sécurité. Merci en tout cas pour vos éclairages sur ces 10 principes. On espère que vous avez été assez clair sur le sujet. Moi, j'ai 2-3 petites questions juste en plus. Est-ce que vous avez du coup des outils pour tester la sécurité dans un projet, parce que du coup, tout le monde développe. Est-ce que comment est-ce que vous mettez des garde-fous au fil des développements ? Alors, il y a plusieurs choses possibles. J'ai envie de dire qu'on peut regrouper les différentes catégories qu'on avait précédemment dans tout ce qui va être des problèmes de configuration et d'utilisation des différents frameworks. Et la deuxième catégorie qui va être les problèmes, dits logiques. La partie problème de configuration est beaucoup plus simple à vérifier. Il existe plein d'outils pour vérifier que la configuration qu'on a faite respecte bien les standards, que on a bien mis les bons attributs au bon endroit. Et globalement, je sais que c'est des plugins qu'on peut rajouter sur des outils comme Sonar. Il y a Snyk qui est aussi énormément connu pour ce genre de choses.
Et c'est cette partie-là qu'on peut quand même assez facilement vérifier. Bon, faut mettre les outils en face et bien vérifier les retours. Cependant, pour la deuxième partie que je considère comme étant plus des problèmes de sécurité dites logiques, que tel utilisateur a bien le droit d'avoir accès à cette ressource, mais pas à une autre. En fait, c'est des choses qui sont réellement liées au métier et aux attentes qu'on a par rapport à la sécurité de l'application. Et c'est rarement des choses qui sont assez standards. Donc cette partie-là est assez complexe à vérifier et ça demande énormément de rigueur dans tout ce qui va être développement et recette des applications. Après, il y a des outils, on peut citer Zap, qui permet de découvrir des API, de les tester sur des types de bugs, enfin de failles classiques qui fonctionnent. Hein. C'est plutôt, je crois que c'est l'OWASP d'ailleurs qui le distribue. C'est pas impossible. Je sais que dans le en même tout cas, il est bien référencé dans les outils. Dans le même style, il y a aussi Burp Suite qui est assez connu en sécurité, que ce soit pour les gentils et les méchants. Et côté développeur, tout le monde est assez... alors, visiblement, puisqu'il y a des référentiels de risque, non, mais... Tout le monde s'en fout. Est-ce que tout le monde s'en fout ? Complètement. Ouais, de manière générale, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué à sécuriser une API, et donc, du coup, ça prend un temps de dingue, et ni les clients, ni les responsables projets ont envie de s'en occuper. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast-là, c'est pour alerter sur le fait qu'il y a ces failles-là. Parce qu'en fait, souvent, c'est des failles qui ne sont pas connues, pas prises en compte, et dont tout le monde se beurre. Même généralement, la demande, c'est je veux une fonctionnalité, c'est rarement je veux une fonctionnalité sécurisée. C'est que même dans les tests après la fonctionnalité, en général, personne ne vérifie que les bonnes personnes ont le droit aux bonnes choses. Ouais, parce que sécuriser une fonctionnalité, est-ce que ça prend vraiment, je me rends pas compte, mais beaucoup de temps de développement en plus, ou c'est simplement un petit truc auquel il faut penser? Je vais dire deux choses, ça prend beaucoup de temps de développement en plus. Et alors, en termes de perf, ça vous prenez un jeton sur les perfs. Parce que vérifier qu'Arthur a le droit de voir les données d'Arthur, il faut faire 40 000 requêtes pour vérifier ça. Et généralement, en termes de perf, c'est souvent assez dramatique. C'est ce que je disais, ça dépend du niveau de sécurité qu'on veut avoir. La sécurisation niveau endpoint, l'impact perf, il va être quasi zéro. Sécurisation au niveau de la propriété, que tel utilisateur qui est dans tel groupe a accès parce que c'est son client. Là, il y a 10 requêtes qui vont passer juste avant d'avoir potentiellement accès à la donnée, quoi. Je sais même pas s'il y a des gens qui font ça. Si, il y a des gens qui font ça. Pour les API publics, tu le fais, mais pas sur les API privés. Et après, vu que ça pose des gros problèmes de perf, ça pose des gros problèmes techniques derrière, parce que personne n'accepte qu'il faut 10 minutes pour récupérer un champ d'un client, quoi. Donc, il faut mettre en place pas mal de mécanismes pour pouvoir récupérer les droits de manière plus rapide, optimiser, mettre du cache, etc. Et là, c'est un casse-tête pas possible. Si je vous appelle juste pour prendre votre petite boule de cristal, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la sécurisation à ce niveau-là ? Vous pensez que tout le monde va potentiellement y mettre un peu plus d'intérêt, d'autant plus qu'on entend de plus en plus parler, alors plus au niveau peut-être cyberattaque, etc., pas au niveau sécurisation des API, mais vous pensez que ça va être un sujet où vraiment les développeurs dans les 10-15 prochaines années vont mettre un peu l'enclin dessus, ou est-ce que ça stagne Mon avis personnel, c'est que tant que les frameworks et les gens qui réfléchissent à la manière de développer ne fourniront pas des bonnes pratiques et des standards à respecter, les développeurs s'en occuperont pas. Parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, et puis si vous mettez on est 4 là autour de la table, vous nous demandez comment on sécurise les données à la ligne ou à la property, je pense qu'on va être 4, on va réfléchir pendant l'après-midi, on aura 4 solutions différentes et elles seront toutes un peu bien et pas bien, quoi. Donc tant qu'on n'aura pas un standard qui nous dira comment faire, je pense qu'en tant que développeur, on aura du mal à respecter, en tout cas à large échelle. Après, aujourd'hui, c'est des failles qui sont plus difficiles à utiliser parce que ça nécessite quelqu'un qui regarde. C'est-à-dire, tous les 10 types de failles, la grosse majorité dont on a parlé, c'est face à un attaquant qui est actif. Aujourd'hui, la grande partie de la sécurité, c'est face à des attaquants qui sont passifs ou des robots. La différence, c'est que pour le coup, l'IA va arriver et va pouvoir faire des scénarios d'attaque beaucoup plus compliqués. Et là, on verra un peu comment réagit le métier. Et sur les outils, en fait, qu'on a cités tout à l'heure, toute la partie sécurisation technique pure, en fait, normalement, devrait pouvoir être réglée sans problème par un API management, par l'utilisation des protocoles correctement, par de la bonne configuration. Il y a zéro problème là-dessus. Après, effectivement, comme le dit Philippe, toute la partie qui se rapproche du métier, plus ça se rapproche du métier, parce que c'est des vraies règles métiers, en fait, qui a accès à quelles données, qui sont jamais dans les specs, celles-ci, on les trouve jamais. La fonctionnalité, c'est la fonctionnalité. Qui a le droit, impossible de trouver, parce que quand on veut gérer ça, on se retrouve avec des matrices de droit à 4 dimensions, donc personne ne comprend rien. Mais du coup, cette partie-là, la partie technique est sécurisée par l'API management. Donc, tous les robots vont se faire bloquer, n'auront pas forcément de réponse. Rien de probant et rien à grande échelle qui puisse permettre une attaque massive. Après, c'est si on veut attaquer vraiment la société qu'on cherche, qu'on regarde.
qu'on va aller dans le fond des choses et on va chercher des grosses failles la plupart du temps. Enfin, quand on cherche à nuire, on cherche vraiment des trucs quand même précis. Ça se fera sûrement par les API, ça peut se faire par d'autres biais. Je suis pas sûr que le développeur soit sensible à ça, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, la règle Zero Trust, comme disait Philippe, je pense qu'elle n'existe pas. Personne ne la connaît, celle-ci. Non, parce que même quand tu la si on connais, a des même moi quand je code et que je frameworks, la connais, ça me saoule, hein, parce que du coup, tu produis une fonctionnalité, mais tu passes 8 ans à... Il faut 50 lignes de code alors que tu pourrais la faire en 3 parce que tu fais tous les checks Non, de c'est partout. sûr. Mais même si on a des frameworks qui font ça, qui permettent de mettre ça en place, déjà, je sais pas à quel niveau ce serait, parce que potentiellement, c'est niveau API, potentiellement, c'est même niveau base de données. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'en fait, pour récupérer de l'information, parfois, il faut que ce soit la base de données qui traite la règle de sécurité, pour pas éviter d'avoir à remonter toute la base de données avant de gérer les droits. Ça inclut vraiment toute la chaîne, quoi, de mettre en place ça. De l'API, de la base, enfin, c'est très, très, très complexe. Et je crois que pour le moment, on n'a pas de solution magique pour faire ça, à part vraiment bien penser le truc, bien spécifier, et puis appuyer quand on a un projet où on sait que c'est sensible. Moi, je pense que, mon avis personnel, mais c'est du vraiment... je pense que c'est un sujet qui doit être réglé par la base de données. Et je pense qu'il nous faudrait une nouvelle classe de base de données. Je lance ça comme ça juste pour le plaisir, mais je pense qu'il nous faudrait une classe de base de données, tu vois, une classe de base de données où on gère des entités et pas des tables, et que du coup on puisse gérer depuis la base de données. Tiens, on a un nouveau produit, Nathan. Depuis la base de données, de gérer une entité et de dire sur cette entité, je peux lui associer une grappe de droit et qu'il soit pas forcément géré à la modèle de table, qui n'est pas non plus une approche NoSQL avec des schémas, parce que ça c'est pas très pratique, mais qui soit un crossover un peu entre les deux. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est qui va être capable de gérer les droits après. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde se plaint de la gestion des droits sur des clouds type AWS, qui est infâme au niveau gestion de droits. Enfin, au bout d'un moment, on comprend, mais c'est hyper dur à configurer, mais on va se retrouver dans la même situation que ça au niveau d'une application. Sauf que derrière, ce sera pas un mec technique qui va gérer les droits, ce sera un mec du métier qui va dire je veux tel droit sur tel truc. Ouais, enfin, ça va être infâme, ça va être avançons parce que c'est horrible. C'est horrible. On veut plus y penser. Avant juste de se quitter, Philippe, je crois que tu avais un coup de cœur. Ouais, écoute, attends, ça va être un sujet plus léger que la sécurité. J'ai découvert un outil qui s'appelle Screaming Frogs. Donc c'est la petite grenouille hurlante, criante, je sais pas comment on peut le traduire de manière. C'est un petit outil qui coûte quelques centaines d'euros annuellement, c'est pas très cher, et qui permet de scanner votre site web et de trouver tous les problèmes qui existent potentiels. Ça va très très loin de, évidemment, la facile erreur 404, le problème du URL canonical, le problème des schémas qui sont mal faits, le problème des cohérences de titres, la taille et tout ça. Pour avoir utilisé d'autres outils de SEO, en particulier SEMrush que nous on utilise en interne, qui est beaucoup plus cher, je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis qui existe en termes de rapport qualité-prix. Ça vous fournit des rapports très efficaces, très pertinents et très faciles. Donc je recommande cet outil. Il y a une version gratuite qui permet d'auditer un certain nombre de pages avant de passer tout ça. Franchement, c'est rare que je fasse de la pub pour un produit. J'ai aucun... Pas de partenariat rémunéré. J'ai pas de partenariat, c'est sûrement une boîte américaine. S'il faut, vous pouvez nous appeler. Voilà, mais honnêtement, si ceux qui sont intéressés par améliorer la qualité de leur site web en vue d'être mieux référencés, je trouve que c'est vraiment le meilleur outil. Et de rappeler que faire un site en 2024, c'est absolument inchiable et hyper compliqué. Ça n'a jamais été aussi dur de faire un site. Donc, utiliser des outils comme ça devient nécessaire. Un site bien référencé. Parce qu'un site en 2024... Alors Arthur parle, mais bon, il m'a laissé passer sur le site des images qui font 8,5 mégas. Oui, donc, typiquement, ce genre de choses que l'outil permet de trouver. Sachant que pourquoi en fait, j'en rigole, mais de plus en plus, les sites sont des CMS qui sont... les données sont saisies par des utilisateurs marketing, commercial, communication, qui n'ont pas du tout forcément de bons réflexes là-dessus, ou des développeurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que même sur un site bien codé à la base, vous pouvez avoir des problèmes là-dessus. Donc, on audite son site régulièrement, souvent, avec ce type d'outils. C'est très bien. On vous mettra le lien en description. Merci à tous. J'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, mêlez-vous de la sécurité de vos applications, surtout sensibles. Je pense qu'on... Protégez-vous. Protégez-vous, ouais, c'est ça. J'avais un peu envie de le dire, mais je vais pas. Je sais pas si ça passera, on verra, vous me direz. Merci à tous et puis bonne rentrée. Hein. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.